Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Le gros problème de la Guinée, c'est M. Alpha Condé, le président de la République, qui ne laisse pas les autres travailler. Voilà. Lui, il ne fait pas, il empêche les autres de travailler. Nous, notre argent, il le fera sortir. Quel que soit l'engagement, il n'a pas la culture du respect de ses engagements. Merci de votre fidélité à la télévision Gangan, merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Un nouveau numéro qui justement sera focalisé sur deux volets. Dans la première partie d'émission, je reçois comme invité M. Mamadi Kaba. Il est le président de l'INIDH, l'Institution nationale indépendante des droits humains. Il nous fera un peu le bilan de l'exercice 2017 de son institution, les dossiers qu'ils ont eu sous la main, les situations de droits de l'homme qu'ils ont eu à résoudre, les problèmes auxquels ils ont été confrontés qui n'ont pas eu de solution, les perspectives, ainsi de suite, et les dossiers du moment. Il reviendra sur tout ça. Il faut rappeler que dans la deuxième partie d'émission, je recevrai le doyen Moussa Bayol 3 Camara, ancien du RPG, qui veut se prononcer sur la question de réconciliation nationale qui, il lui semble, sera impossible sous le régime d'Alpha Condé, puisqu'il pense que Alpha Condé est lui-même un homme qui ne tolère pas, qui ne pardonne pas, en partant de leur relation, de l'histoire qui les a liés à un moment donné, qui les avait divisés, alors que les deux hommes approchent de leur tombe, ont du mal à se réconcilier tout simplement. On lui donnera la parole dans la deuxième partie pour qu'il nous en dise. Pendant ce temps et dans cette première partie, j'ai à mes côtés M. Mamadi Kaba. M. Kaba, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci beaucoup. Merci surtout de la disponibilité et bonne année à vous, puisque c'est le premier numéro que je fais avec vous depuis 2018. Merci beaucoup et meilleurs vœux. Merci à vous et à vos collaborateurs. Merci également. Alors, vous allez vous livrer tout de suite à un exercice de bilan de votre institution, mais avant, dites-nous d'abord, je commence par la fin, parce que c'est ce qui a consacré un peu l'activité de votre institution l'année 2017, c'est le prix que l'INIDH a reçu des mains de la structure COP Guinée, qui vous a consacré l'organisme de la République de 2017, autrement l'institution républicaine la plus performante en 2017. Quel sentiment vous a animé quand vous receviez ce prix à Noum il y a quelques 72 heures? Merci beaucoup. C'était un double sentiment qui nous animait. D'abord un sentiment de satisfaction, de fierté, quand ce sont des concitoyens qui célèbrent notre réussite, qui pensent que nous méritons d'être félicités, que nous méritons d'être encouragés. Ça, c'est très encourageant, ça nous est allé droit au cœur, parce que c'est toujours bien d'être reconnu par les siens. Tout à fait. On n'est jamais prophète chez soi. Et donc, si des citoyens de notre pays reconnaissent notre mérite, ça c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Nous remercions les organisateurs de ce prix. Le deuxième sentiment, c'est un défi. Nous avons reçu le prix comme un défi que nous devons relever. Parce que, vous savez, quand vous n'avez pas le prix, il n'y a pas... tout le monde ne fait pas attention à ce que vous faites. Absolument. Il y en a qui s'y intéressent et pas tout le monde. Mais une fois que vous avez le prix, tout le monde fait désormais attention à vos activités et tout le monde veut s'assurer que le prix a été mérité. Et comment vous l'avez mérité? Ce sont vos œuvres, vos actions, vos prises de position qui diront à la population que vous avez mérité le prix et comment vous l'avez mérité. C'est pourquoi nous allons travailler plus dur pour que l'INIDH continue de s'imposer comme une institution valable, comme une institution recours pour les citoyens. Nous allons défendre, promouvoir les droits humains sur l'ensemble du territoire national, de toutes nos forces, de toutes nos énergies, et nous allons faire en sorte que 2018, que ce ne soit pas un seul prix que nous recevions, que ce soit plusieurs prix, que ce soit au plan national ou international. Je suis très conscient que le défi est énorme dans un pays où
la plus grande préoccupation depuis les indépendances et même avant, les plus grandes préoccupations étaient les questions des droits de l'homme et demeurent les questions des droits de l'homme, notamment la jouissance des droits civils et politiques. Bien. Et donc, l'institution nationale indépendante des droits humains qui reçoit comme cela le prix de l'organisme de la République 2017, dans une galaxie d'institutions républicaines où il y a l'Assemblée nationale, où il y a la Cour constitutionnelle, où il y a la Cour des comptes, la haute autorité de la communication, le médiateur de la République, hein, il y en a beaucoup. Et c'est vous qui, justement, recevez ce prix de performance des institutions républicaines en 2017. Est-ce que, je veux dire, ça vous donne le sentiment que, oui, à un moment, on pensait peut-être que on n'est pas vu, que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on fait sur le terrain, mais dès lors que vous recevez ce prix, ça vous dit que oui, c'est vrai qu'on est en réalité sous projecteur. Exactement. Les gens nous regardent, nous observent. Exactement. Et que les attentes sont grandes. Exactement. C'est le sentiment que nous avons eu. On a compris que on est bien observé, tout ce que nous faisons est observé et comptabilisé surtout. Et donc nous sommes en train d'être jugés par ceux qui nous observent. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que ça va peut-être encourager d'autres institutions de la République, à travailler, à défendre leur indépendance et à remplir leur mission conformément aux aspirations du peuple. C'est vraiment un grand défi. Bien. Nous devons travailler pour mériter plus que cela, puisque nous sommes conscients maintenant que nous sommes sous les projecteurs et que nos actes sont comptabilisés. Nous allons nous battre pour produire davantage de résultats. Bien. Et donc, vous avez eu ce prix, ça veut dire que vous avez eu du boulot à abattre, vous avez eu des dossiers relatifs à des questions de violation des droits de l'homme, des droits humains en Guinée, ou des plaintes que les uns et les autres vous ont soumises, que vous avez eu à traiter en l'année 2017. C'est là qu'on vient maintenant au bilan de votre institution. Que peut-on retenir de l'exercice 2017 de l'institution nationale indépendante des droits humains? Bon, le bilan, nous allons le résumer. Nous avons un rapport en préparation que nous allons rendre public dès que possible. Mais nous pouvons diviser nos activités en trois parties. La première partie, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, le traitement des plaintes. Nous avons reçu des plaintes. Nous sommes nous-mêmes auto-saisis de certaines questions auxquelles nous avons tenté d'apporter des réponses en travaillant, en saisissant les autorités compétentes, le président de la République, etc. Nous avons parfois réussi, mais pas toujours. Et la deuxième série d'actions, ce sont les formations que nous avons réussi à obtenir un peu partout pour les cadres de l'institution pour pouvoir constituer une mémoire institutionnelle, parce que aucun dirigeant n'est éternel. Vous pouvez aller d'un moment à l'autre, mais il ne faut pas que votre départ soit aussi la reprise à zéro de toutes les activités de l'institution. Il faut qu'il y ait des activités qui soient capitalisées, et ceux qui viennent, les dirigeants qui viennent après, trouvent toutes les informations sur place pour commencer là où vous vous êtes arrêté. Ça fait que l'institution ne reprend pas à zéro, l'institution commence là où vous vous êtes arrêté, et quand celui-là aussi termine, celui qui vient après commence là où il s'est arrêté. Et en quelques années, on a une institution qui est puissante, qui est solidement implantée et qui répond aux aspirations des populations. Au nombre de ces formations, lesquelles les plus essentielles et où les cadres ont bénéficié de ces formations? Nous avons eu bénéficié de formations à Kigali. Nous avons envoyé des cadres à Kigali pour des formations aux droits humains. Nous en avons envoyé à Abidjan pour des formations avec la francophonie. Nous en avons envoyé à Genève. Nous en avons envoyé en Sierra Leone. Et pour ne citer que cela, nous en avons eu ici aussi, et nous sommes en train de préparer des formations de longue durée pour certains d'entre eux. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure des dossiers
des individus qui sont venus vers vous, qui ont sollicité l'INIDH sur des questions de violation de leurs droits en tant qu'être humain, en tant que citoyen guinéen. Quels sont les types de dossiers comme ça liés aux individus que vous avez à gérer? Est-ce que vous avez résolu le maximum de problèmes ou est-ce que vous avez essuyé des échecs dans la résolution de ces problèmes plutôt? Bon, nous ne considérons pas comme échec. Vous savez, les relations institutionnelles sont parfois compliquées, mais nous n'avons pas toujours eu le résultat que nous voulons. Mais par contre, je ne considère pas que c'est un échec. Mais par contre, dans d'autres dossiers, nous avons pu obtenir que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Ce fut le cas, par exemple, à Guékédou. Ce fut le cas à... Dans quel cas? Dans quel dossier précisément? À Guékédou, il y avait un maire qui avait été condamné et une bonne partie de la population a considéré que le jugement était tout simplement politique, et nous avons saisi le président de la République pour agir pour que la victime soit rétablie dans ses droits. Et la victime a effectivement été rétablie dans ses droits. C'est lui-même qui a appelé à l'INIDH pour remercier des efforts faits par l'INIDH pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Nous avons beaucoup de dossiers et nous avons même suivi une dame qui bientôt le dossier va connaître un jugement à Cancan, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et il y a aussi des procès qui sont aujourd'hui en cours. Le procès dans l'affaire de Mali, nous ne sommes pas avec la bande du colonel Issa Kamara. Exactement, nous ne sommes pas étrangers à ces dossiers. Et nous avons aussi nous avons reçu beaucoup de plaintes. Et vous avez suivi, nous avons conduit l'ensemble de la société civile et des partis politiques vers la Cour constitutionnelle pour obtenir que le code électoral ne soit pas validé. À cause du fait que les partis politiques allaient prendre part aux élections locales dans les districts, les quartiers. Voilà, ça a été un dossier qui vous avez ardemment porté avec la société civile aussi en 2017. Et des partis politiques. Nous n'avons pas eu le résultat que nous recherchions, mais nous ne pouvons pas considérer ça comme un échec parce que nous avons réussi à faire bouger les lignes, à contester une loi votée par l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Et donc nous avons fait tomber un mur, et aujourd'hui tout le monde sait que une loi votée par l'Assemblée nationale n'est plus définitive. Elle peut être attaquée par nous et à la Cour constitutionnelle. Cette leçon-là constitue une victoire pour l'ensemble du peuple de Guinée. Et la troisième phase de nos activités, ce sont les missions. Les missions que nous avons effectuées à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. À l'intérieur de la Guinée, nous avons envoyé des missions un peu partout en Guinée, à Boké, à Kamsar, à Sangaredi, à Cancan, à Sigiri, à Beila, etc. Nous en avons envoyé un peu partout dans le pays et nous avons fait des rapports. Ici à Conakry, des missions ont été envoyées à gauche et à droite. Et l'objectif c'était d'être au bain des situations de droits de l'homme, des litiges ici et là. De travailler à comprendre les situations de violation des droits de l'homme et à travailler avec les autorités compétentes pour obtenir que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Et les missions internationales, nous avons participé, nous sommes aujourd'hui membres très actifs du réseau ouest-africain des institutions nationales des droits de l'homme. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'étais à Monrovia pour les journées des droits de l'homme de la CEDEAO, des journées très importantes qui ont eu des conclusions très importantes. Et là-bas, j'ai pu représenter valablement la Guinée. Nous avons nous avons développé 2 thèmes très importants que nous avons soutenus. Le réseau ouest-africain s'est réuni
en marge de ces travaux et a même proposé que la session ordinaire du réseau se tienne à Conakry courant cette année. Bien. Et vu l'impréparation et les difficultés que cela aurait engendré, moi j'ai prié les collègues d'accepter que ce soit prochainement, puisque nous sommes dans une année électorale. Absolument. Et que la Guinée doit surmonter ces difficultés électorales et qu'ensuite elle peut se préparer à accueillir des sessions importantes comme celle du réseau ouest-africain des institutions des droits de l'homme. Nous travaillons au sein du réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme, au sein du réseau francophone des associations, des institutions nationales des droits de l'homme. Et il y a juste 2 mois, nous avons été admis au sein du réseau des institutions des droits de l'homme de l'UEMOA, bien que la Guinée n'est pas membre de l'UEMOA, mais à cause de l'apport de notre dynamisme et aussi des compétences que nous mettons à la disposition des réseaux, nous avons été admis. Et le réseau a même écrit au président de la République pour l'en informer. Bien. Et nous avons participé au réseau, aux travaux, nous allons participer même en avril là, aux travaux du réseau mondial pour les droits de l'homme. Ça veut dire que l'INIDH brille au niveau international. Nous avons participé au forum Sud-Sud pour les droits de l'homme qui s'est tenu à Beijing en Chine, au début du mois de décembre. Où on vous a vu d'ailleurs, comment ça s'appelle, enfin, faire un peu des pas de danse avec les Chinoises. Exactement. Dans cette vidéo. Ce sont des amis chinois qui m'avaient invité dans un restaurant nord-coréen et nous avons eu quelques temps de distraction là-bas. Oui. Voilà, donc nous avons aussi, et vous avez vu, on a participé au sommet de la CEDEAO sur les droits de l'homme et c'est au cours de ce sommet, c'est vraiment un sommet historique. Bien. Et parce que c'est au cours de cette session-là que les indicateurs des droits de l'homme de la CEDEAO ont été publiés. Ça, c'est un très grand pas en avant. Et aujourd'hui, les États membres de la CEDEAO vont être évalués sur la base de critères très définis, des indicateurs bien définis. Pour savoir dans tel pays de l'espace CEDEAO, exactement, voilà le degré de respect des droits de l'homme. Voilà là où les feux sont ouverts, là où les indicateurs sont au rouge, là où il faut des encouragements. Et chaque État va savoir précisément, avant même que ses pairs n'aient à l'évaluer et à lui faire des recommandations, chaque pays va savoir, à travers ces indicateurs-là, qu'est-ce qu'il fait de bien et qu'est-ce qu'il ne fait pas de bien. Donc vous ne serez pas surpris si vos pairs vous disent que vous faites bien ici, que vous ne faites pas bien là, parce que vous êtes déjà préparé pour cela. C'est pourquoi nous allons travailler bientôt à faire en sorte que ce soit des indicateurs qui soient appropriés par la société civile, les médias et tout le monde. Et c'est des indicateurs qui seront assortis d'un travail de sondage, d'opinion. Oui, des rapports vont être établis en fonction de ces indicateurs. Bien. Et par exemple, quand vous voulez, l'INIDH va établir son rapport pour la CEDEAO en matière des droits de l'homme, l'INIDH va se référer de ces indicateurs. Quand on prend un indicateur, on voit dans quelle mesure la Guinée fait des efforts et dans quelle mesure elle ne fait pas d'efforts. Et après, nous comparons qu'est-ce qui pèse plus lourd que l'autre. Est-ce que ce sont les bienfaits qui pèsent plus lourd ou alors c'est le mauvais côté qui pèse, etc. Ça nous permet de noter notre pays par rapport à chaque indicateur. C'est pourquoi il est important que le gouvernement lui-même s'approprie ces indicateurs et travaille à agir pour que le plus qu'il y ait du vert dans un maximum d'indicateurs. Et ça permet au gouvernement aussi de réaliser des progrès dans
au niveau des droits humains, de les évaluer au quotidien, hein, et de les améliorer. C'est un outil très performant, c'est un outil très important. Bien. Et je pense que le gouvernement ne manquera pas de travailler avec l'INEDH pour faire en sorte que la réalisation, la protection et la promotion des droits de l'homme puissent connaître un progrès significatif dans notre pays. Je formule le vœu que l'année 2018 soit meilleure à toutes les années passées en matière de respect des droits de l'homme, et nous allons y travailler. Bien, alors donc pour terminer cet exercice de bilan de votre exercice 2017 en matière de veille sur le respect des droits de l'homme en Guinée, de médiation dans des dossiers qui opposent l'État à des individus ou l'État à des entités, est-ce que vous n'avez pas regretté par exemple des grands dossiers qui n'ont pas connu leur épilogue durant l'année 2017, comme le dossier du 28 septembre, alors que le ministre de la Justice avait promis la tenue du procès en 2017, qui n'a pas finalement eu lieu? Est-ce que vous avez regretté ce cas? Oui, j'ai été très attristé par la non-tenue du procès, mais ça ne m'a pas surpris, connaissant certains détails. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce procès en 2017. Le ministre a été mal informé, c'est pourquoi il a pris des engagements publics. Les techniciens qui devaient l'informer ne lui ont pas donné les bonnes informations. Et aussi j'ai regretté le cas du PADES de Dr Ousmane Kaba, qui nous a saisis pour l'agrément. Vous savez, son parti, le PADES, est un parti qui existe déjà, qui a fait un congrès pour le mettre à la tête du parti, et le ministre de l'administration du territoire a refusé de reconnaître le parti comme sous la direction de Dr Ousmane Kaba, et nous avons saisi le ministre de l'administration du territoire et le président de la République à plusieurs reprises, sans succès, et Dr Ousmane Kaba a été obligé de se rabattre sur la Cour suprême, qui est en train de travailler sur le dossier. Ça m'a écœuré. J'aurais souhaité réussir dans ce genre de dossier, d'autant plus que ce sont des droits basiques, ce sont des droits très élémentaires, et ce serait un grand succès pour l'État guinéen que ce respect-là soit accordé à l'institution des droits de l'homme. Mais je ne perds pas espoir, puisque lors de la présentation des vœux, le président de la République a promis que désormais il y aurait plus de collaboration entre le gouvernement et les institutions. Je souhaite que ce soit le cas et que ce cas éprouvant ne se reproduise plus, qu'il y ait et aussi des leaders qui méprisent les institutions de la République. Quand vous voulez être président de la République, vous devez donner la preuve que vous êtes capable de respecter les institutions. Bien. Quand des leaders de l'opposition méprisent les institutions de la République, alors on peut s'imaginer ce qui pourrait arriver si jamais ils sont présidents de la République. Bien. Nous avons écrit à 2 ou 3 reprises à M. Sidi Touré par rapport à des dossiers concernant son parti, un député de son parti qui nous a saisis, mais nous n'avons jamais été répondus. De la part de l'UFR. Oui, de la part. Ça a aussi été un de vos regrets. Oui, ça a été, j'ai ressenti ça comme une humiliation, parce qu'avec tous les combats que nous menons pour renforcer les partis d'opposition, voir que les leaders politiques aussi bafouent la loi, les institutions. Oui, de grands leaders politiques ont du mépris pour les institutions. Ça nous inquiète, parce que ça veut dire que la Guinée véritablement républicaine n'est pas pour demain. Bien. Et puis il y a eu aussi le cas en 2017 de la presse et la présidence, si on veut. En tout cas, entre les deux, il y a eu l'intervention assez barbare des gendarmes, il faut dire le mot tel qu'il est, qui se sont acharnés sur les journalistes. Est-ce que ça aussi, ça a noirci le tableau de la question des droits humains en 2017 au regard de votre institution? Exactement. C'est l'un des points noirs de
la situation des droits de l'homme en 2017, des journalistes qui ont été maltraités pour la simple raison qu'ils sont journalistes. Parce que si le matériel de travail des journalistes est détruit, saccagé, ça veut dire qu'on l'en veut pour son métier. Et ça, c'était regrettable. Je n'ai jamais vu quelque chose d'affreux à l'encontre des journalistes, excepté les pays dans lesquels les journalistes sont tués et arbitrairement détenus. Je souhaite que ces genres d'images ne soient plus projetés à partir de la Guinée. J'ai l'impression que tout le monde l'a regretté. Ceux même qui l'ont fait ne s'attendaient pas à des réactions aussi musclées. Et donc, j'ose croire que l'année 2018 ne connaîtra pas de situation aussi ténébreuse que celle-là. Bien. Et puis donc, on va dire que l'année 2017 a été une année remplie en termes d'activité, en termes d'intervention, de médiation de la part de l'UNIDH. Et donc, un adjectif pour qualifier l'année 2017 en Guinée en termes de respect des droits humains. Oui. Un adjectif. Un adjectif, c'est pénible. Une année pénible. Une année très pénible au plan des droits de l'homme. Bien. Venons donc dans le présent et en 2018. Il y a la situation qui focalise les attentions actuellement, pour terminer, c'est le cas par exemple de ces syndicalistes, plus spécifiquement le SLEG. Le SLEG qui est divisé, le SLEG qui a annoncé en tout cas dans le camp Aboubakar Souma un congrès pour aujourd'hui, un congrès qui s'annonçait sous de hautes tensions. Effectivement, ce matin, au lieu que les syndicalistes se retrouvent du côté du bureau du SLEG, ils sont plutôt allés à la mosquée Faisal parce que selon eux, le bâtiment était déjà quadrillé par les forces de l'ordre. Et ce matin, donc, la rencontre a été dispersée, 5 personnes arrêtées. Il se trouve que hier déjà, vous plaidiez en ce que l'État, le gouvernement favorise la tenue de ce congrès. Il a été dispersé, des gens arrêtés. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas que le gouvernement favorise, que le gouvernement n'a pas à se mêler du fonctionnement du syndicat. Vous savez, le syndicat est une association. C'est une association et le leadership syndical repose sur la légitimité. Et cette légitimité s'obtient à la base. C'est-à-dire que les délégués syndicaux mettent leur confiance en un groupe restreint pour porter leurs préoccupations devant l'autorité publique. Mais l'État n'intervient pas, n'interfère pas dans le fonctionnement du syndicat. C'est pourquoi le fait que l'État utilise la puissance publique pour empêcher ce genre d'activité, c'est un usage illégal de la force. C'est une réquisition illégale de la force publique. C'est un abus de pouvoir. Il faut que chacun soit dans son rôle, dans sa mission. L'État a la mission de maintenir l'ordre public. Mais les syndicalistes, les enseignants par exemple, parce qu'il s'agit de ces enseignants, les enseignants ont le droit de porter leurs revendications à l'autorité à travers les personnes qu'ils choisissent librement. Si les syndicalistes me choisissent moi pour être leur porte-parole auprès du gouvernement et qu'ensuite ils se rendent compte que mon leadership ne répond pas à leurs aspirations, ils ont la totale liberté de m'écarter et de choisir quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Parce que quand vous êtes leader syndical, vous ne travaillez pas pour vous-même. Votre légitimité, c'est votre capacité à satisfaire ceux-là qui vous ont élus. Si ceux-là ne sont pas satisfaits de ce que vous faites, ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Et vous avez suivi, quand Souma a lancé le mot d'ordre de grève, beaucoup d'enseignants ont suivi, les cours ont été perturbés. Et nous avons connu même des cas de mort d'hommes. Ça veut dire que M. Souma a quand même une légitimité que le gouvernement ne doit pas ignorer. Donc l'usage de la force pour régler ce problème est un très mauvais et une très mauvaise démarche. La démarche véritable et durable consiste à engager une discussion avec M. Souma et son équipe, parce qu'il représente un très grand nombre d'enseignants. Alors brimer des syndicalistes,
arrêter d'autres, utiliser la force publique pour les empêcher, c'est une atteinte très grave à la liberté syndicale. Donc qu'est-ce que vous dites dans le cas de ceux qui sont arrêtés ce matin, les 5 personnes qui ont été arrêtées déjà? C'est une arrestation arbitraire. C'est même un kidnapping. Bien. Il faut que l'État cesse de se comporter de cette façon. Vous savez, la respectabilité de l'État dépend en partie de sa capacité à respecter et à faire respecter la loi. Vous savez, quand vous respectez la loi, vous la faites respecter, vous obligez vos citoyens à vous respecter. Bien. Mais aujourd'hui, plus on utilise la force et la barbarie pour régler ces genres de problèmes, plus on va exercer une cassure entre l'État et les citoyens. Bien. Or, aujourd'hui, l'État, la Guinée a besoin de renforcer les liens entre l'État et les citoyens parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Nos défis sont plus importants que les moyens dont nous disposons. Et vous pensez plutôt que le président de la République lui-même doit se saisir de ce dossier? Exactement. Le président de la République doit dessaisir son ministre de l'Éducation qui n'est pas prêt à utiliser la bonne démarche. Le président lui-même doit se saisir de cette question et régler le problème avec sagesse et responsabilité. Bien. Ce n'est pas par la brutalité, ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par l'intimidation, ce n'est pas par une immixtion désastreuse qu'on peut régler ces genres de problèmes. Il faut le traiter avec responsabilité et je crois qu'il est temps que le président de la République se saisisse de la question. Et je pense que maintenant, le président aura plus de temps et de sérénité pour s'occuper des dossiers brûlants à partir du moment où sa mission à la tête de l'Union africaine est terminée. Je pense qu'on aura plus de on peut bien profiter de lui en fait. Exactement, on aura plus, on va plus bénéficier de sa présence, de son implication personnelle les affaires internes. Pour régler certains dossiers. Mais sinon, je crains le pire. Je crains le pire parce que la situation risque de pourrir. Et nous sommes en période électorale. Oui, il y a déjà des tensions. Il y a des tensions tous les jours. Et je ne pense pas qu'il faut en rajouter. Et je crains très fort que le gouvernement ne soit amené à négocier à un moment où la négociation est inutile. Bien. Parce que le pire se serait déjà produit. Alors la négociation vient après. Non, il faut négocier et obtenir un résultat avant que le pire n'arrive. C'est ça aussi, gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas que ce soit un pilotage à vue. Voilà. Et puis on termine sur ce dossier qui s'est passé du côté de Mandiana. En tant que président de l'institution nationale des droits humains, vous êtes prononcé sur la scène macabre qui est survenue à Mandiana. Un prédicateur saoudien tué à bout portant et le chef des Donzo éventré par l'adepte du saoudien. Alors, comment vous avez décrit la situation? Nous faisons face à des actes terroristes. La Guinée est aujourd'hui très certaine que le terrorisme s'est déjà transporté sur son territoire. Parce que tout commence, tout comme l'être humain, on commence dans le ventre de sa mère, après on devient bébé, après on devient adulte. Et aujourd'hui, le terrorisme est en état embryonnaire en République de Guinée. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, qu'un Dozo, un pauvre Dozo, puisse prendre lui-même l'initiative de venir abattre à bout portant et une personnalité aussi influente. Il ne l'a pas fait pour avoir de l'argent, etc. C'est qu'il y a des mains noires derrière et ce sont des mains terroristes. Il faut que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour identifier les auteurs et les vrais auteurs, toute la chaîne de commandement de ces actes et agir de façon musclée pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Il y a une grave inquiétude en Guinée. Cette situation vient s'ajouter à d'autres situations. Des hommes d'affaires qui sont kidnappés, qui sont assassinés. N'est-ce pas? Et on ne sait pas le mobile pour lesquels ils sont assassinés de cette façon. Ça crée la peur. Absolument. Ça crée la peur dans la cité. Et Diaoune a été assassiné. Nous n'avons jamais compris pourquoi il a été tué. Parce que c'est ça qui est important. Nous devons comprendre le mobile de l'assassinat. Nous ne comprenons pas. Madame Boiro a été tuée. Nous ne comprenons pas pourquoi elle a été tuée. Ceux qui l'ont tuée voulaient exactement quoi? Cette pauvre dame. Alors la Guinée, aujourd'hui, doit être certaine qu'il y a des escadrons de la mort
qui travaillent à terroriser la population. Et qu'il y a de la radicalisation aussi en parlant par exemple de religion. Oui. En parlant de religion, qu'il y a il est temps qu'on travaille contre la radicalisation. Bien. Que le secrétariat général des affaires religieuses soit érigé en ministère des affaires religieuses, que ces moyens soient accrus, les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers et les ramifications avec les autres structures de l'État, afin de travailler contre la radicalisation des jeunes pour prévenir le terrorisme, protéger la population guinéenne. Sinon, dans quelques années, nous allons nous retrouver face à une situation que l'État guinéen n'aura pas la capacité de gérer. Parce que le terrorisme, dans tous les pays où il s'est enraciné, même les pays les plus puissants n'ont pas réussi à les déterrer. Absolument. Alors, un pauvre pays comme la Guinée doit seulement travailler pour empêcher que ces mouvements ne s'enracinent dans notre pays. Mais sinon, s'ils s'enracinent, nous n'avons aucun moyen de les vaincre. Bien. Et ce sera la terreur dans la cité. Malheureusement. Voilà donc, Monsieur Mamadi Kaba, président de l'INIDH, ce fut un plaisir de vous avoir reçu et prendre votre intervention sur l'ensemble de ces sujets, le bilan de votre institution, le congrès du SLEG et d'autres questions des droits humains. On se retrouvera bien entendu pour parler d'autres activités que vous avez en vue. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci donc de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, dernier numéro de la semaine. Comme annoncé, évidemment, je reçois dans cette deuxième partie le doyen Mamadi Bayol 3 Camara, Moussa Bayol 3 Camara, j'allais dire, ancien du RPG et membre fondateur du parti qui gère la République aujourd'hui. Ils ont eu des moments difficiles avec Alpha Condé dans le passé, mais la volonté de se réconcilier avec Alpha Condé se bute au refus de ce dernier justement, de les recevoir, on va dire, au sein du parti RPG, du parti au pouvoir aujourd'hui. Il va donner sa version des faits et témoigner de ce qu'il pense de la question de réconciliation nationale. Le doyen Moussa Bayol 3 Camara, bonjour doyen. Monsieur, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bien, merci beaucoup. Alors, merci de la disponibilité. Alors, vous êtes un ancien du RPG, vous avez fondé le parti RPG avec Alpha Condé. Je vous ai déjà reçu sur ce plateau, on a fait l'histoire de ce parti. Voilà. Aujourd'hui, vous désirez prendre la parole pour parler de l'affaire de réconciliation nationale. Voilà. Surtout.
Mais d'abord, parlons de vos relations avec Alpha Condé. Là, à l'époque, vous me disiez que il y a des gens du RPG, des anciens de RPG original, comme on le dit, étaient en train de démarcher pour que malgré tous les différends que vous avez avec Alpha Condé dans le passé, quand il était dans l'opposition, vous vous êtes séparés, mais que vous vous réconciliez aujourd'hui. Qu'en est-il de ces démarches aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, Alpha Condé n'arrive pas à se réconcilier avec vous? Bon, je dis en un mot que ces démarches sont au point où tout le monde est fatigué. Quand ils avalent les gens, nous nous disons notre accord de principe. Et on dit, bon, restez tranquille, il va fixer la date et l'heure. C'est fini. Cela s'est répété de 2 à 3 fois. La date et l'heure à laquelle Alpha Condé est censé vous recevoir. C'est ce que les gens vous disent, ceux qui font la médiation. On va rendre compte que vous êtes disponible à le rencontrer. Et rester à l'écoute. Mais cela s'est passé 1 à 2, 3 fois même. Bon, nous on a fini par écouter. C'est pas la peine de compter sur ces médiateurs. Parce que, bon, il y en a parmi ces gens qui ne vivent que de ça, en réalité. Peut vous dire Alpha, non, pour Moussa 3, pour Dieu merci. Mais en réalité, est-ce que ils transmisent notre position Alpha? C'est ce que je disais. En fait, vous êtes des anciens camarades, vous avez fait des moments ensemble au RPG, même si à un moment donné vous avez quitté le RPG. Mais vous avez envie aujourd'hui que vous oubliez les anciennes histoires, que vous enterriez les haches de guerre et que vous vous retrouviez avec Alpha Condé. Voilà. Alors, est-ce que vous-même vous avez été dans cette posture de démarche? Vous êtes au nombre de combien d'anciens du RPG aujourd'hui qui vous voulez être avec Alpha Condé mais qui a un blocus? Nous sommes 3 écartés. Vous êtes 3 personnes. Et là, Ibrahima Fofana, le premier fondateur, le père fondateur du RPG. Qui? Et là, Ibrahima Fofana. Et là, Ibrahima Fofana. Ah oui. Ancien ministre de sécurité. Ensuite, M. Djimesi. Et moi. Bon, on a l'écoute. Quels sont ceux qui ont entamé des démarches? Bon, tout récemment, d'abord, Nantes est intervenu, mais est-ce qu'en réalité, ceux qui le disent, ils sont sincères avec nous? Vous pensez peut-être qu'en réalité, personne n'est allé voir Alpha Condé pour dire, écoute, Moussa Bayol 3 voudrait, et Djimesi et l'âge Fofana voudrait que vous vous réconciliez? Je ne crois pas tout. D'abord, l'année dernière, j'ai créé une commission technique. On a travaillé un dossier, je l'ai mis avec moi ici, un dossier qui n'est remis à Nantes, un dossier en proposant à Alpha la création d'un commissariat général à la présidence chargée de la lutte contre l'impunité. D'accord. Mais on a remis 3 bourses à Nantes depuis lors. Mais est-ce que vous-même, vous aviez décidé, vous 3, vous les anciens du RPG là, d'aller vers lui, de prendre programme, aller à Sékou Touréa ou d'appeler, je ne sais pas, quelqu'un à la présidence pour parler à Alpha Condé? Vous, le doyen Djimesi et l'âge Fofana, est-ce que vous avez entamé ces démarches-là? On n'a jamais rêvé à ça. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'entourage d'Alpha Condé. Ceux qui sont là-bas, ils peuvent rien. D'abord, la preuve que le jeune, là, comment on appelle, Makaner a dit que quand Alpha appelle un ministre, tu rentres les mains croisées, tu t'arrêtes. Il te dit ou te dicte ce que tu dois faire. Et tu sors. C'est tout. Il n'y a personne, c'est pas né cacherie, ni je sais qui, auquel nous ne pouvons nous connaître. Parce qu'eux, ils en sont jaloux. Bien. C'est ça le problème. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez dans la collaboration que vous avez eue avec Alpha Condé dans le temps? Est-ce que vous pensez que vous avez participé à la vie et à la phase dure et pénible de ce parti, même si à un moment vous avez décidé de quitter le parti et que peut-être pour cela on a été ingrat envers vous et que je ne sais pas, quel sentiment vous anime? Présentement, et le vieux Fofana, moi, nous regrettons notre participation à la classe de ce mouvement. Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'on créait un mouvement pour défendre le peuple dans le vrai sens du mot. Mais ce que nous voyons en Guinée aujourd'hui, la souffrance s'est dépassée. C'est dépassé. On ne sait pas quand ça va finir, mais ça ne va plus. Ça ne va plus. À 5 h du matin, tu vois les pauvres femmes sur la rue du Prince, ou je loge. À 5 h du matin, le monde souffre. Si on savait qu'on allait en venir à des situations, on n'avait pas accepté de courir avec lui, non.
Et donc, sur la question de réconciliation, depuis que votre ancien camarade Alpha Condé est au pouvoir, il a mis en place ce qu'on peut appeler un comité de réconciliation nationale, à la tête duquel il y a les deux religieux, Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de la grande mosquée Faisal. Ils ont fait un travail de réflexion, ils ont déployé des gens sur le terrain pour recueillir les impressions des familles, des victimes de différentes, je sais pas, coups, de différentes situations. Alors, vous pensez que le président Alpha Condé n'a pas l'étoffe de quelqu'un qui peut réconcilier les Guinéens? C'est ce que vous avez dit? Non. À partir du moment où il n'a pas pu réconcilier au sein de sa famille politique, moi je dis qu'il ne peut rien. Les religieux, certainement, le chrétien, ça se trouve. Mais l'imam t'entend du coup, dernier là, il ne peut rien dire à Alpha face à face. Bien. Non. D'abord, durant les 26 ans, je n'ai jamais entendu qu'Ahmed Sékou a donné des babilles aux imams. Mais déjà, il a doté tous les imams de véhicules. Ce ne peut rien. Mais moi, voilà Alpha, voilà Moussa Traoré, nous allons lui dire la vérité. Dites, bon, il faut quitter. Bien. Mais ces gens ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien. Peut-être que c'est pour cela qu'Alpha Condé ne veut pas vous avoir avec lui. Ah, non, il nous connaît. Parce que vous pensez que vous pouvez lui dire la vérité crue, les yeux dans les yeux. Surtout moi. Surtout moi. Je vous dis que j'ai une fois animé une émission ici, ça l'a rendu malade. Il a convoqué 15 de son entourage pour en parler. Il dit, Moussa n'a pas de radio en radio, il m'a traité de porc. Et donc, si vous pensez que la réconciliation ne peut pas passer par lui, ou ne peut pas être une réalité sous son régime, est-ce que vous pensez sans vous faire pas de temps, tant qu'Alpha est là, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Même ce matin, le dérapage au niveau du syndicat, les gens on les chasse, ils courent aller dans la maison du peuple, dans la maison de Dieu, on va les frapper là-bas encore. Les syndicalistes qui ont été arrêtés ce matin. Bon, c'est pas normal. Rien que ça. Et ils ne sont plus avec Alpha. Non. Ils sont plus avec, j'ai écouté sur moi, ils sont plus avec Alpha. Non. Alors, bon, comme message, ce que vous avez à l'endroit de ces anciens du RPG, que ce soit Alpha Condé lui-même si vous regarde, pour dire ce qu'il lui faut comme changement d'attitude pour que vous vous réconciliez d'abord entre vous, anciens camarades, mais pour que lui, en tant que président, puisse amener les Guinéens à regarder dans le même sens, au-delà de la politique qui les divise, mais à être des frères. Ces deux aspects-là, qu'est-ce que vous avez à dire comme message? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit Alpha Condé, vous approchez tous vers votre tombe de jour en jour, parce que vous avez pris de l'âge. Alpha Condé a pris de l'âge, donc il y a lieu d'oublier les anciennes histoires. Quel discours vous avez donc à l'endroit de... Nous n'avons rien contre lui, et nous sommes pour l'unité nationale. Une réconciliation. Mais qui veut parler de réconciliation, il faut parler d'abord, il faut qu'il y ait une justice. Ensuite, une réparation. De la réparation, on va maintenant pour une réconciliation. Mais tel n'est pas à ce que Alpha peut penser, non. L'âge est là. Évidemment, tu vois, il n'est pas comme je dis. Les dérapages là, Alpha n'est pas là. C'est ceux qui sont en train de piller le pays, l'économie du pays, qui ont envoyé la police pour chasser les gens. C'est pas normal. Et les gens que l'ensemble a qualifié de bandits à col blanc, tant que ceux-ci sont autour de Alpha, ils ne l'annulent pas. Non. Plus rien. Donc, pour être bref, j'ai donné, par exemple, depuis 1958, nous n'avons connu que 2 envahissements de l'extérieur contre la Guinée et à l'intérieur du pays contre nous-mêmes. Le premier, peut-être vous étiez encore à l'université, vous avez su l'agression de 22 novembre 1910. Il y avait plus de 300 arrestations. On n'était même pas nés en fait. Bon, il y avait plus de 300 arrestations et des mercenaires et des complices locaux. Bien. Ils ont été jugés pendant 8 mois et condamnés à mort. Moi-même, j'étais de la commission de pendaison de 3 en vie. Et les 3 là, aucun ne parlait ni Soussou, ni Peul, ni Malaki, ni Guerre. C'est tous des étrangers. C'est pas possible. Bon, maintenant, présentement, nous avons vécu encore la rébellion de 2000. Quand l'officier d'exécution, ce que tu appelles, dit que c'est Alpha qui a payé les armes, qui a payé les hommes
et qui a ordonné de tirer sur Paneval, l'éliminer Paneval, est-ce que cette famille Paneval, pour une question de réconciliation aujourd'hui, bon, on ne sait pas si ce n'est pas dans l'ombre, mais c'est que même si on donne 10 milliards à la famille de Paneval, ça peut rappeler Paneval? Non. Non. C'est pour ça que vous accablez justement maintenant sur ce plateau. Et au RPG, en ce moment, il bénéficie des privilèges de l'État. Il est avec Alpha Condé. C'est pour ça qu'il était à Zérekouré la dernière fois. Oui, il parlait de troisième mandat. Vous pensez que Chouapé a été le premier secrétaire de la jeunesse du RPG que j'ai installé dans ce fauteuil. C'est moi aussi qui a présidé la mise en place du Bureau national des femmes en compagnie de Salim Sissé. Bien. Bon. Et maintenant, je ne sais pas comment il a pu grandir pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Au sein du parti? Oui, au sein du parti. Bon, de toute façon, c'est après la rébellion, ils se sont bagarrés. Avec Alpha Condé? Oui, ils sont bagarrés. Mais pourtant, lui, il a pu se réconcilier avec Alpha Condé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est dans le parti. Janvier, ils sont bagarrés après l'échec de la rébellion. Après l'échec de sûr, c'est que tu allais s'infiltrer dans le groupe de Guillaume Soro. En Côte d'Ivoire. Là-bas maintenant, par malheur, il vient en Guinée et s'est retrouvé arrêté à l'aéroport. Donc, arrêté, j'étais en Zérekouré. C'est le colonel, le général Ari Toufani qui m'a informé. Il me dit, bon, mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, laissez-moi m'occuper du dossier. Ari Toufani. Il dit, mais comment? Non, laisse-moi faire. Il m'a remis les prix de carte des unités. J'ai pris le téléphone. À 23h, j'ai appelé Baouri. Il dit, mais où tu es? J'ai pris mon déjeuner pour voir la tombe. Il dit, oui. Il dit, bon, est-ce que Dalin est là? Il dit, Dalin est là. Dis à Dalin que je le demande de continuer à faire des sacrifices. Il ne va pas faire. Il n'a qu'à faire un sacrifice de 5 millions, 10 millions pour faire libérer ce que ça fait immédiatement. Et je vous donne moi-même l'avocat. Prenez Fodé Abbas Bangoura. Il a noté, il dit, bon, d'accord. En 72 heures, BBC France était là-bas, on apprend que ce Swapé est libéré. Oui, comment ça se fait aujourd'hui donc que ce Swapé là soit en plein voilà, bon, qu'il soit en rapport avec Alpha Condé aujourd'hui, que lui aussi ne facilite pas votre retour auprès d'Alpha Condé? Non, aujourd'hui, chaque samedi, il est au siège du RPG. Ce Swapé, tout ce que tu vois, les Comara, aucun ne souhaite notre retour. Ah bon? Non. Au RPG? Non. Bien. Et donc, peut-être que vous avez la chance que Alpha Condé vous suive encore, ou que quelqu'un qui est à côté de lui vous écoute. Et comme je l'ai dit, quel message vous avez envers lui? Un conseil, bien entendu, si vous avez des conseils à lui donner, pour qu'il change à votre endroit, qu'il arrive à réconcilier. Voilà. Vous avez une minute, doyen, pour passer ce message, ce conseil à Alpha Condé. Pour ce message, je suis totalement d'accord avec vous, mais j'avais une préoccupation. Une préoccupation. Les jeunes qu'on a mobilisés en Guinée-Française pour combattre la rébellion, suivez très bien, ont été reçus en 2008 par un conseil d'administration avec le commandant de la zone militaire de Zérekouré, moi-même à la tête. Ils sont 3000 qui ont combattu la rébellion. Bref, 2008, le PNUD a envoyé 2 500 000 $ pour leur insertion socio-économique. D'accord. J'ai monté le dossier avec Michel Kamano, avec Claude Pugy. J'ai amené à Mme Branca. Mme Branca a salué. Il dit, c'est une bonne. Il dit, ces enfants-là, c'est un risque. C'est un risque de les voir dans la rue. Parce qu'ils mettent toutes les armes. Alors, elle a corrigé, il dit, bon, va à Ibrahima Condé, il n'a qu'à m'envoyer. Il était gouverneur. Ibrahima Condé? Oui, Ibrahima Condé. Il était gouverneur à l'époque. Oui, il allait le remettre. Mais il dit, bon, d'accord. 3 mois, pas de suite. Maintenant, on vient me prendre un monsieur, on dit, bon, voilà l'homme, le bras droit de Ibrahima Condé, il peut faciliter la libération du dossier. Il dit, mais moyennant. Il dit, combien? Il dit, non. Je dis, écoute, il dit, puisque tu as fait 13 milliards, on va donner 100 millions. D'accord. Il est parti, il est revenu dès que c'est petit. On a amené à 150 millions. Il est parti, il est revenu dès que c'est petit. Non, j'ai dit, bon, va de Ibrahima Condé, il n'a qu'à vous dire combien il lui faut. Le bonhomme, il s'appelle Idrissa Condé. Il est venu, bon, qu'il faut 350 millions. J'ai réuni le CA. Ils ont dit qu'il n'est pas question. L'argent n'est pas guinéen. Bien. Bon, alors, maintenant, en 2016,
l'ONU envoie encore 32 millions de dollars. Pour la réinsertion socio des jeunes volontaires. Des jeunes volontaires qui ont été formés pour l'armée, qui n'ont pas été intégrés à l'armée en forêt. Non, ils sont battus contre la rébellion, simplement. Ah, contre la rébellion de 2000. De 2000, d'accord. Voilà. Les 32 millions, c'est pour ces jeunes volontaires et les victimes de répression, d'une manière générale. Ces 32 millions sont là depuis 2016. Jusqu'à maintenant, l'État, ça fait 224 milliards de francs guinéens. 224 milliards de francs guinéens. Et cela, c'est comme en Côte d'Ivoire. Les jeunes patriotes, il y a eu problème entre Gbagbo et les gens de Hassan Ouattara. L'ONU envoie de l'argent là-bas. Ils ont appelé les jeunes. Bon, ceux qui veulent de l'argent, voilà. Ceux qui veulent aller dans les différents corps militaires, ça c'est en Afrique centrale, comment on appelle ça? La Centrafrique. Centrafrique, c'est la même chose. Bien. Et c'est vous qui aviez ce dossier, qui avez présenté ce dossier de ces jeunes, ces jeunes volontaires au PNUD. Oui. Vous pensez qu'on a financé, mais les gens ont pris de l'argent. Non, moi j'abandonne le dossier. L'argent n'a pas été, je ne sais pas. Mais Mme Branga a regretté le comportement de Benoît Condé. D'accord. Et cette dame n'est plus en Guinée aujourd'hui. Baranga, voilà. Gazaragoui. Bon, maintenant, un nouveau montant est là encore, qui est bloqué par l'État. Qui est bloqué par l'État. Ouais. Et quel appel vous avez une fois encore pour terminer? Bon, pour terminer, je demanderai à M. Alpha Condé et les musulmans, comme moi, il doit avoir pitié. Il doit avoir pitié, tenu compte de l'effort que ces enfants ont fait. Mais il ne faut pas qu'ils se disent, parce que ces gens-là ont contrecarré la rébellion 2000 qui aurait retardé son projet de prise du pouvoir en Guinée. Qu'il oublie ça pour faire face aux jeunes-là et aux victimes des différentes répressions de 4 juillet, de Djaral Kamena, l'argent là est venu pour ça. Qu'il en fasse un sacrifice pour vraiment dégoûter ces enfants. Voilà mon message. Je tiens à ça. Si j'attends demain que ces jeunes-là sont déboutés, c'est-à-dire que mon message est accepté, je peux moi-même prendre une torche chez ça Alpha dans la rue. Parce que je suis tout le temps sur le coup de téléphone. Et si je dis à ces enfants que je m'en lave la main, faire comme ils vont nous créer c'est une bombe à retardement, hein? Ça va éclater. C'est ce que je ne traite pas. Bien. Merci, doyen, d'être passé. On vous retrouvera une autre fois. Merci beaucoup. Très bien. Alors vraiment, je vous remercie infiniment. Merci. À vous, merci de votre attention et de toute votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir.